Le projet CREA inaugure une série sur les pratiques de médiation sociale en Europe. Elle est de donner à voir un cas concret de médiation en répondant à 5 questions. Où est le contexte dans lequel elle a eu lieu? Le quoi? À quel problème elle répondait? Quel était son objectif? Quelle était la question à résoudre? Avec qui? Avec quels acteurs d'interrelation, des parties prenantes, comme on dit maintenant, et en n'oubliant pas d'abord la population concernée. Pourquoi juge-t-on qu'elle a réussi? Quels sont les indicateurs de réussite, du point de vue de la médiation sociale évidemment, mais aussi et surtout du point de vue de la population et des acteurs concernés? Le comment, évidemment, le plus fondamental, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique que les médiateurs ont réussi? Donc voilà ces 5 questions, cette vidéo veut contribuer à produire un savoir. À vous donc, chers Européens, de le regarder, de l'analyser et d'en tirer profit pour votre propre contexte d'action. Donc alors Nanterre, c'est une ville de presque 100 000 habitants, donc, qui est une ville de la périphérie de la métropole de Paris. C'est une ville populaire dans laquelle 52% des habitations sont des logements à caractère sociaux. Le quartier du Parc est un quartier très dense. C'est un des plus grands quartiers de la ville de Nanterre, qui comporte 10 quartiers sur l'ensemble du territoire. Ce quartier-là, dans lequel ils sont intervenus, donc est le quartier du Parc à Nanterre, qui lui borde le plus grand quartier d'affaires de la Défense, comme quoi on peut être au pied du plus grand quartier d'affaires d'Europe, et puis en même temps avoir des quartiers dans lesquels donc, les populations rencontrent beaucoup de difficultés et de souffrances. Un quartier très très jeune, puisque la moyenne d'âge est approximativement autour de 35 ans, et en même temps, paradoxe, un quartier qui commence aussi à vieillir. Une population très diversifiée dans le sens où, alors j'ai pas les derniers chiffres, mais c'était à peu près une cinquantaine d'ethnies différentes sur le quartier. Une ville chargée d'histoire, liée à beaucoup de choses, liée à la fois à la classe ouvrière, aux émigrations et aux grands bidonvilles qu'il y avait dans cette ville. J'ai été recruté par l'association Proméville il y a à peu près 2 ans. En tant que chef d'équipe des médiateurs de nuit pour la ville de Nanterre. Ça s'est passé un dimanche et un lundi, et je précise quand même que le dimanche et le lundi, les médiateurs Proméville ne travaillent pas. Notre plage horaire est du mardi jusqu'au samedi soir. Alors, il est vrai que ce fameux dimanche et lundi 12, 13 février, enfin 13, 14, 15 février, dans le cadre des événements à D'aulnay-sous-Bois, ce qu'on appelle l'affaire Théo. C'était un moment où s'étaient produits les événements dans une des villes de la banlieue parisienne, donc à Aulnay, entre un groupe de policiers et puis un jeune homme. Une affaire qui d'ailleurs passera prochainement en jugement, puisque les policiers sont accusés d'exaction sur ce jeune homme. Les jeunes l'ont mal vécu parce que voilà, ils se sont sentis directement visés. Théo, c'était le représentant pour eux de la jeunesse, et donc pour eux d'une énième bavure policière qui a mis le feu aux poudres. Les réactions politiques ont eu lieu dans l'ensemble de la région parisienne, mais bien sûr que le ressentiment des jeunes vivant dans les quartiers les plus populaires de la métropole de Paris évidemment, ont conduit dans les jours suivants à plus ou moins des formes de révolte, des formes de protestation, parfois violentes,
pouvant entraîner de la casse. On avait dans le quartier du Parc, qui était le quartier d'extension pour Proméville, faut le savoir, on avait mis 4 médiateurs supplémentaires en accord avec notre donneur d'ordre. Il y a eu des débuts on va dire des débuts d'émeutes liés à l'affaire Théo. Alors vous aviez un regroupement de jeunes qui commençait à dégrader des biens publics, notamment les abribus. Ils ont carrément aussi stoppé un bus où ils ont fait descendre des passagers. Donc il y avait une volonté de certains jeunes d'en découdre par rapport à cette affaire-là. On est un peu habitué dans des moments de crise comme ça, à essayer d'adapter une intervention qui permette de ramener le calme. Une demande express des autorités policières, notamment à travers le commissaire de police, qui a demandé au maire de la ville si les médiateurs ne pouvaient pas être présents mais avec l'ensemble de l'équipe, parce que nous on a un fonctionnement décentralisé, c'est-à-dire qu'on a les équipes de 3, mais là on nous a demandé expressément de nous rassembler donc les 11 médiateurs au même endroit pour éviter justement cette poussée de fièvre. À un moment donné, donc le commandement des forces de police a pensé même que c'était mieux que les forces de police se retirent complètement du quartier, laissant les médiateurs seuls à essayer de ramener le calme. Et c'est ce qui s'est produit, puisque donc les médiateurs ont réussi à ramener le calme, alors avec aussi l'intervention sans doute autour d'adultes, de parents, c'est jamais strictement quelques individus, c'est forcément donc sans intervention. La phrase typique que fait la police, et puis dans le même temps la police qui dit bah oui mais on peut pas intervenir comme ça, parce qu'on sait que si on intervient tout de suite ça peut monter en pression, et c'est souvent un petit peu la cocotte minute. Donc à la demande de notre interlocuteur, donc le pôle tranquillité publique de la mairie de Nanterre, nous avons mobilisé l'ensemble des médiateurs ces nuits-là, et on a fait en sorte de baisser la tension, et surtout on est allé auprès de cette jeunesse qui commençait à manifester, et avec un discours simple de leur expliquer que ils ont le droit de manifester, mais il y a un cadre démocratique pour les manifestations quand on veut contester quelque chose, mais briser des biens du bien public ou privé, ça ne servait d'abord à rien, et puis ça générait des dépenses énormes, et ça pouvait gêner beaucoup les habitants. Donc nous avons intensifié ce genre de discussions, et on a associé avec nous des gens qui habitent ce quartier, qui sont un petit peu dans les mêmes dispositions, dans les mêmes réflexions, et qui ont eu aussi le même discours qui était porté par les médiateurs. C'est aussi à la fois une culture et un travail de terrain par les services de la ville, par les médiateurs sociaux, par les associations de quartier, qui font que voilà, ça reste relativement limité. Et donc pendant 2 nuits, toute l'équipe dans son complet était dans un seul et même lieu, donc le parc de Nanterre, le quartier du Parc, communément appelé Pablo Picasso. Que lorsqu'il s'agit d'essayer d'enrayer ce type de manifestation, l'intervention de la police, qui est parfois nécessaire, mais peut au contraire entraîner une sorte de spirale, puisque d'autant plus que les jeunes reprochaient à la police la nature de son intervention à Aulnay. La tension est retombée très vite, et il n'y a pas eu de fièvre comme ils l'ont vécu les 2 nuits sur Nanterre. Depuis quelques mois maintenant, la mise en place de médiateurs de nuit, donc ils sont aussi implantés sur le quartier. Alors c'est tout à fait récent, donc j'ai pas encore de chiffres particuliers, voilà, mais c'est aussi une action qui a été très demandée, parce que pour le coup, en termes de tranche horaire, la tranquillité publique s'arrêtait vraiment en tout début, vraiment fin de journée, début de soirée, et puis les médiateurs de nuit, pour le coup, prennent un petit peu le relais. Parce que chacun sait que la médiation est une action
professionnelle, pas facile à conduire, hein, qui est faite à la fois de fermeté et en même temps de respect. Et donc, quand c'était une équipe comme celle-là réussit à obtenir des résultats comme ça, évidemment, il faut les féliciter. D'ailleurs, il a fallu un temps d'adaptation, de reconnaissance, et de visibilité vis-à-vis à la fois des habitants, des associations et des autres acteurs sur le terrain. Ça, c'était un élément important. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, la relation qu'ont pu établir les médiateurs avec pas mal d'habitants du quartier du Parc nous a aidé beaucoup. Pourquoi? Parce que lors de ces événements, ces habitants-là, ils étaient aussi proches des médiateurs et ils diffusaient le même discours que les médiateurs. Et je pense que ça, c'est une des caractéristiques importantes, c'est que quand on met de la médiation dans un quartier, il faut aussi construire son réseau avec les habitants sur le fait qu'on constate tous les mêmes problématiques et on doit apporter une réponse commune. D'ailleurs, ça montre que leur reconnaissance, leur implication sur le terrain et leur reconnaissance par les divers acteurs du quartier est tout à fait important, puisque évidemment ils ne sont pas magiciens, et donc s'ils ont réussi à obtenir des résultats, c'est parce que leur implication sur le terrain est tout à fait intéressante. J'insiste bien, quelque chose qui s'est construit sur plusieurs années, quoi, hein. Il n'y a pas de... D'ailleurs, ceux qui font de la médiation le savent qu'il faut gagner du terrain. Il y a des endroits où au début on ne peut pas aller, puis après on y va, puis après dans un premier temps on commence à prendre des contacts, puis on essaye de faire évoluer les situations. Mais la particularité, c'est quand on arrive auprès de ces groupes de jeunes, on les tutoie jamais. Même si on en connaît, d'abord on les vouvoie, on attend que c'est eux qui nous tutoient pour pouvoir se permettre de les tutoyer. Et on parle de tout, pas uniquement des événements liés à la Ferté-Haut, mais on parle aussi de l'école, on parle du logement, on parle de la santé, surtout de la formation. Donc c'est la particularité, c'est qu'en fait on ose directement aller les voir. On n'y arrive pas en reculant. On y va vraiment pour instaurer le dialogue. J'ai même envie de dire qu'on impose le dialogue. On l'impose parce que c'est la seule solution pour arriver à des résultats. Et à travers ça, on s'est rendu compte, nous, médiateurs, qu'on était un petit peu des éclaireurs des règles du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on leur parle souvent des règles communes. Oui, les médiateurs à Nanterre, c'est un mélange. Vous avez des gens qui ont habité, qui sont nés dans cette ville, et une autre partie de médiateurs qui viennent d'autres endroits, notamment de la Seine-Saint-Denis. Alors globalement, l'équipe, la tranche d'âge de l'équipe, et ça c'est important, parce que si on avait des jeunes médiateurs, je pense que ça aurait été difficile de trouver de l'apaisement dans ces situations. Il faut savoir que nos médiateurs, en moyenne, la tranche d'âge, elle varie de 30 à 40-50 ans. J'ai moi 50 ans chef d'équipe. Nous avons des médiateurs qui viennent de d'autres départements, qui ont à peu près une quarantaine d'années, 30 ans. Donc ça commence à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et ça, c'est important parce que j'estime, et enfin personnellement, moi je l'estime et je le trouve aussi chez certains médiateurs, il y a une tranche d'âge où c'est des gens qui ont un peu de bagage, et la formation qui suivent avec Proméville dans le cadre de leur travail a apporté aussi énormément. Lamine, donc tu es le directeur général de l'association Proméville, donc qui intègre cette équipe de médiation dont on a vu son intervention à Nanterre. Alors, de ton poste, disons, de directeur général, à ta position, et après avoir vu ces images, comment tu vois cette intervention de tes médiateurs? Qu'est-ce que tu en tires? J'en tire une satisfaction, dans la mesure où nous considérons que ça a été une réussite des médiateurs, réussite qui se juge à l'aune de certains critères. Donc on a des indicateurs de réussite, tels que par exemple le fait que les médiateurs aient pu
tout au long de leur mission, tisser des relations de confiance avec les jeunes. Et lorsque ce cas s'est posé, il leur a été facile d'obtenir le consentement des jeunes pour qu'ils arrêtent de propager la violence. Le fait d'obtenir que les jeunes arrêtent, le consentement des jeunes au discours des médiateurs, je dirais même l'adhésion des jeunes au discours des médiateurs qui ont été convaincus d'eux, est un élément pertinent qu'on peut mettre sur le compte des critères de réussite. Oui, et je formaliserai même en disant que un des critères qui ressort là, c'est proximité. Et un premier P, proximité, et même qui inclut un autre P qui est permanence. Le fait de travail permanent dans un quartier, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Un autre élément également qui me permet de dire que ça a été une grande réussite, un indicateur de réussite, c'est la reconnaissance par les forces de l'ordre du travail qui a été accompli par les médiateurs. On se rappelle que les forces de l'ordre ont toujours considéré les médiateurs comme un ovni. Il y a toujours eu des difficultés entre forces de l'ordre et médiateurs. Les premiers estimant que les médiateurs marchent sur leur plate-bande. Voilà. Et pour une fois, je pense que la médiation a gagné des lettres de noblesse grâce à cette action qui a été jugée éminemment positive par les forces de l'ordre. Ça également, c'est un critère de réussite puisque les médiateurs sont regardés désormais autrement par la police, par les forces de l'ordre de façon générale, en particulier pour ce cas-ci par la police. Cela veut dire tout simplement que les médiateurs sont désormais considérés comme des co-gestionnaires de l'espace public. Ça, c'est très bien, effectivement. Donc là, on voit un autre deuxième P apparaître, c'est partenariat. Partenariat. Mais là, justement, donc tu as fait ressortir effectivement un des partenaires importants dans ce genre de situation, c'est la police. On va probablement la mairie aussi. Mais est-ce que tu peux citer d'autres partenaires qui ont participé avec les médiateurs pour que la situation se résolve? Tu as raison de rappeler que l'écosystème n'est pas composé que des forces de l'ordre. Évidemment, il y avait d'autres associations qui œuvraient au quotidien pour le lien social et les médiateurs ont pu également prendre appui sur ces associations telles que l'association des mamans, telles que l'association Authenticité et d'autres associations, d'autres groupements formels ou non formels. Et le sens du mot partenariat a tout son sens dans ce cas-là puisque c'est un écosystème. Et ça nous permet aussi de rebondir sur le fait que le médiateur est inséré dans un cercle. Un cercle où, en étant professionnel, il se voit reconnu. Voilà. Donc le partenariat, effectivement, est extrêmement important. Le médiateur ne peut pas travailler seul. On voit bien le partenariat, on voit bien la proximité. Maintenant, il y a quand même le comment, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique, de ton point de vue, dans la réussite de l'équipe de médiation? Alors, je dirais que ce sont des éléments de professionnalisation qui ont été mobilisés et qui se voient à travers une posture professionnelle de nature à ce que les populations acceptent les médiateurs et acceptent leur discours, acceptent de collaborer avec eux, entre guillemets, pour juguler le mal qui guettait cette ville-là. Donc la posture est un élément important qu'on n'obtient que par la professionnalisation. C'est un élément également de crédibilité. Donc je pourrais dire que parmi les indicateurs de réussite, la posture qui émane de la professionnalisation a été déterminante pour la réussite de la gestion de l'affaire Théo. Oui, mais on le voit bien, tu as tout à fait raison d'insister sur la posture, parce qu'on parle des forces de police, on parle de la population, donc le médiateur est là dans une position qui fait en sorte qu'il y a cette rencontre positive entre les différents acteurs et la population d'abord. Tout à fait. Et pour qu'il joue même le partenariat, pour que le partenariat soit reconnu, c'est la posture du médiateur. Il se distingue ainsi. Il n'est pas policier, il n'est pas un agent de l'État, mais il a sa neutralité. Absolument. Il a su mettre en œuvre grâce à sa posture. Absolument. Donc on voit bien les 4 P qui apparaissent, c'est-à-dire, mais qui s'articulent en boucle. La proximité, le partenariat, la population et la posture. Et donc effectivement c'est bien là que gît tout le savoir-faire
professionnels de la médiation qu'on voit à travers ce cas pratique. Et c'est ce qu'a compris, à mon avis, le premier magistrat de la ville, qui lui gère toutes ces composantes, population, force de l'ordre, qui est quand même le gardien de la tranquillité publique, c'est le premier. Il a pris conscience du rôle éminemment important qu'a joué la médiation dans cette affaire, et il l'a matérialisé par l'envoi d'un courrier pour dire au médiateur « Bravo, félicitations, la manière dont vous avez géré l'affaire Théo est impeccable et exemplaire ». Et je pense qu'il n'y a pas meilleur indicateur de réussite qu'un courrier émanant du premier magistrat de la ville. Absolument.